C'est l'heure de Territoire d'info avec notre invité politique aujourd'hui en direct sur ce plateau. Bonjour David Cormand. Bonjour. Nouvelle eurodéputée. Oui. Europe Écologie Les Verts. Vous allez nous parler de cette entrée en matière pour vous dans un monde nouveau. Marcelo Vesfred du Figaro est à mes côtés pour vous co-interviewer, ainsi que Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, qui est là pour les dernières nouvelles d'Alsace, précisons-le, ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour. David Cormand, grève des correcteurs du bac dans l'actualité. Hier soir, 30 000 copies du bac n'avaient toujours pas été rendues. Vous avez passé votre bac, vous auriez aimé qu'on vous fasse ce coup-là? Ah ben, je l'ai même passé plusieurs fois, moi, parce que je l'ai raté la première fois. Donc, c'est compliqué, parce que évidemment, il y a le stress des élèves qui passent le bac, mais il y a aussi des enseignants qui essayent de protéger et défendre un service public important, justement, pour que d'autres générations... Vous penchez de quel côté ce matin? Du côté des correcteurs, bien sûr, du côté des professeurs. Vous savez, quand on est dévoué à son métier, dévoué à transmettre un savoir, c'est pas de gaieté de cœur que l'on fait cela. C'est pour attirer l'attention. 700 personnes prennent en otage 30 000 élèves. Non, mais l'expression de prise en otage, je propose qu'on la réserve pour des cas où il y a effectivement des gens qui sont pris en otage. Enfin, il y a Donc, 30 000 en matière élèves, de mouvements sociaux, il ne faut pas utiliser ce qui terme-là. ce matin doivent pas vraiment penser comme vous. Ils n'ont toujours pas... Ils n'ont toujours pas leur copie rendue. Je comprends, quand même... C'est un point de vue, j'entends votre point de vue et je le respecte. Néanmoins, si on veut que demain, l'éducation nationale et qu'il y ait une transmission du savoir qui soit toujours démocratiquement répandue, eh bien, il faut défendre ce service public de l'éducation. Et moi, je sais que les professeurs, les enseignants, c'est cela qu'ils ont à cœur. Fabrice Vesser-Redon. Vous êtes quand même partisan de la manière forte pour défendre... La manière forte, ça va, c'est juste une grève de correction des copies, donc c'est désagréable, ça je l'entends et je le comprends. On ne peut pas dire que ça soit d'une violence inouïe. C'est pas une manière force, c'est un dispositif de résistance plutôt pacifique d'ailleurs, pour dire que là il y a un vrai problème, et ce vrai problème c'est l'attaque en règle, depuis d'ailleurs plusieurs années, contre le service public de l'éducation. Et c'est quand même, vous savez, dans une démocratie, pour que tout cela tienne, pour que le lien social fonctionne, il faut qu'on ait un service public de l'éducation qui permette à chacune et à chacun de s'élever, d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On l'a vu avec la procédure qu'ils ont mis en œuvre pour Parcoursup, qui a été, là pour le coup, très mal vécue par les étudiants et les nouveaux bacheliers précisément. On le voit y compris dans l'école primaire, où de plus en plus de gens, d'ailleurs, se détournent de l'enseignement public pour aller vers l'enseignement privé. Et donc, dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a une volonté de la part des pouvoirs successifs d'affaiblir le service public. Moi, je suis un fervent partisan du service public. Marcelo Vesfred. Alors, David Cormand, dans l'actualité, c'est aussi l'énorme pollution au plomb qu'on vient de découvrir autour de Notre-Dame, à l'issue de l'incendie. Des taux de pollution qui sont 400 à 700 fois supérieurs aux seuils maximaux. On apprend que les autorités n'ont pas dit grand-chose sur le moment. C'est un scandale pour vous ? Oui, mais vous savez, comme souvent, on pense que les citoyennes et les citoyens ne sont pas en capacité d'entendre la vérité. Moi, je crois précisément le contraire. C'est que dans une société de la confiance, il faut une transparence absolue. Dès qu'il y a eu l'incendie à Notre-Dame, il y a eu un soupçon extrêmement fort de la part des spécialistes qui savent très bien qu'il y avait beaucoup de plomb, 400 tonnes de plomb dans Notre-Dame, et que naturellement un incendie où tout ce plomb a fondu aurait des conséquences sur l'environnement immédiat. Mais qui doit alerter, justement, c'est la question. Vous dites les spécialistes, c'est qui dans l'administration, par exemple? C'est la préfecture de police, la mairie, le ministère de l'Environnement? Il y a des autorités de l'État, il y a les agences de protection de l'air. Après, elles obéissent à une hiérarchie, ces structures. Et donc là, c'est au gouvernement et au service de l'État en dessous qui doivent obéir à ce gouvernement. Vous mettez en cause le ministre, alors? Je ne mets en cause personne. Je veux dire que structurellement, il y a une petite tendance à ne pas suffisamment rendre publiques ces informations-là. Ce qui aurait pu être nécessaire parce que dans l'immédiat environnement de Notre-Dame, il y a des gens qui habitent... Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque pour la population? Pour la santé, oui, pour la santé publique. Vous savez, quand vous avez des taux de plomb 500 à 600 fois supérieurs à la normale, le plomb, c'est nocif pour notre santé. Donc, essentiellement dans la consommation d'eau?
Je sais pas, moi je suis pas spécialiste. Ça se déverse dans la Seine, ton, tout ça, ou pas? J'en sais rien. Il faut demander aux gens qui sont spécialistes de la question. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas un expert de la question. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a du plomb de façon anormale dans notre environnement, c'est pas bon pour notre santé, ça c'est sûr. On parle de Paris, la ville de Paris. Venons-en à une actualité plus politique. Antoine Rufenac, au Havre, pousse aujourd'hui Édouard Philippe à la candidature à la ville de Paris, au municipal. Vous imagineriez travailler avec Édouard Philippe, qui vient d'Areva d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises? Non, vous dites pas de bêtises, il était lobbyiste à Areva. Je vois pas trop pourquoi on travaillerait avec Édouard Philippe, pas parce que on l'aimerait pas ou quoi, pour des raisons politiques tout simplement. Vous savez, nous on considère que l'idée qu'on a de l'écologie n'est pas compatible avec l'action politique de ce gouvernement, et donc menée par le Premier ministre Édouard Philippe. Après, ça commence à devenir n'importe quoi, LREM, cette histoire de municipal à Paris. Alors je sais qu'ici on est à territoire d'info, donc on ne va pas parler que de Paris. Non. Ce n'est pas la France, mais on a eu M. Griveaux qui a montré ses muscles depuis des mois, puis d'autres candidatures, on voit que c'est un petit peu le bazar. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on va mettre le Premier ministre pour mettre tout le monde d'accord. Enfin, Paris, ce n'est pas un trophée, d'ailleurs, ni aucune autre ville. Il y a eu des précédents, David Cormand. Jacques Chirac. Oui, mais enfin, lui, il était député de Corrèze en même temps. C'était quelque chose d'une autre époque. Il était maire du Havre, Édouard Philippe. Oui, mais c'est très bien le Havre. Moi aussi, je suis normand. J'habite à côté de Rouen. C'est une très belle ville, le Havre. Donc il a bien réussi au Havre. Je ne sais pas trop. En tout cas, il a été un maire aimé au Havre par les Havraises et les Havrais. Moi, je ne vote pas au Havre. Mais vous savez, je commençais à dire, il faut arrêter avec cette histoire de considérer que les municipales, ça va être pour un certain nombre de personnes, un certain nombre de parlementaires, d'ailleurs LREM, qui souhaitent s'y recaser, ou pour des personnalités, ou pour LREM, une sorte de course au trophée. Moi, je suis très attaché à ce que les collectivités que sont les villes, les communes, soient très proches des citoyennes et des citoyens. On a un rejet de la politique en ce moment, de la démocratie telle qu'elle fonctionne. Et je crois vraiment que l'échelon municipal, c'est un endroit où on peut réconcilier les citoyennes et les citoyens avec l'action publique. Et moi, je ne voudrais pas que ces municipales tournent à la course au casting, comme on l'a vu avec LREM. Très concrètement, David Cormand, vous aurez des candidats partout, vous allez jouer solo partout, vous ferez des alliances à la carte selon le bilan des maires sortants? Alors, moi, j'ai eu à cœur que ce ne soit pas l'appareil national des Verts qui décide ce qui allait se passer dans les territoires, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Nous, ce qu'on va faire pour ces élections municipales, c'est mettre à la disposition de toutes celles et tous ceux qui le souhaitent une sorte de boîte à idées, une sorte de projet commun sur comment on reconstruit, je commençais à le dire, une démocratie locale plus forte, plus puissante, comment on prépare nos territoires. Ce sont des territoires en résilience, c'est un mot un peu compliqué, mais moi que j'aime bien, parce qu'on voit bien que face au changement climatique, face aux crises sociales, l'échelon local est extrêmement puissant pour pouvoir agir sur le quotidien. Nous, c'est ça qu'on va faire. Après, théorique, à Paris par exemple, votre candidat David Béliard, il va vers Hidalgo ou il va vers les marcheurs? C'est très concret ce dont je vous parle. Vous me parlez de tactique et d'alliance et compagnie. Alliance, c'est des municipales, on fait équipe. Non, mais sûr, mais si, je vais vous répondre, si c'est cette question-là qui vous intéresse. Nous, on a clairement dit que nos projets municipaux n'étaient pas compatibles, ni avec l'extrême droite, bien sûr, ni avec la droite conservatrice d'LR, ni avec la droite libérale d'LREM. Donc ce périmètre-là, il est extrêmement clair. Avec les marcheurs. David Cormand, député européen, Europe Écologie Les Verts, est notre invité aujourd'hui, nouveau député européen. Est-ce que vous vous sentez être devenu une star? Je ne sais pas pourquoi vous utilisez ce terme. Je vais vous dire pourquoi. On va regarder ce que dit Yannick Jadot sur ce plateau d'ailleurs. Regardez. Vous-même vous le dites à travers vos sondages et l'étude des réseaux. Je suis devenu une star parce que j'ai fait ce score-là. Je n'ai pas fait ce score-là parce que j'étais une star. Donc j'ai une totale lucidité sur la question de la notoriété, de la popularité et de ce que ça rapporte ou de ce que ça construit électoralement. Il y a des gens qui sont des stars dans tous les sondages et à chaque fois qu'ils se présentent, ils ne sont pas élus. Voilà, face à Hélène Risser sur Public Sénat. Alors, vous vous sentez une star? Non, je ne me sens pas une star, mais en devenir. Non, pas du tout. Mais Yannick Jadot non plus, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, parce que ce qui manque dans votre petit passage, et c'est pas un problème, c'est de bonne guerre, je comprends, c'est que le mot star, il est prononcé par la personne qui l'interviewe. Et donc lui reprend le terme. Moi, je vous ai prononcé le mot star. Alors, oui, mais moi j'étais échaudé par la petite polémique d'hier. Non, vous savez, blague à part. Oui, cette vie d'eurodéputé qui arrive. Non, mais quand on en parle avec Yannick, parce qu'on se voit évidemment souvent à Bruxelles et puis cette semaine à Strasbourg, il n'est pas du tout dans une disposition d'esprit, de prétention, etc., etc. On a mené une campagne pour les européennes
difficile, compliqué. Je me rappelle être venu ici dans d'autres émissions, on nous disait mais pourquoi vous vous rassemblez pas, ça va être très dur pour vous, Yannick Jadot ceci, les Verts cela. Et finalement, on a réussi à construire un récit, une offre politique qui a rencontré un écho. J'aurais préféré que ça soit encore davantage, mais un écho certain. Mais c'est votre nouvelle vie, moi, qui m'intéresse. Comment vous appréhendez vous m'interviewez sur le truc de la star. Écoutez, pour l'instant, pour être tout à fait franc avec vous, je débarque un peu. Oui, c'est-à-dire que quand on arrive à Bruxelles ou à Strasbourg, moi, le dernier souvenir que j'avais à cet ordre-là, c'est quand j'étais passé de la primaire au collège, vous savez, où c'est perdu, il y a plein de classes partout, on ne sait pas où est la salle des profs, etc., etc. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, il faut s'adapter d'abord à cela. Et puis, sincèrement, il y a une très grande émotion. Quand je suis rentré dans l'Assemblée, dans l'enceinte de l'Assemblée à Strasbourg, vous savez, c'est unique au monde. C'est unique au monde où des pays, autant de pays, ont choisi de déléguer une partie de leur souveraineté à une collectivité qui est plus grande, qui les dépasse. Il n'y a aucun autre exemple au monde où cela existe. Et je crois qu'il faut en être extrêmement fier. Une fois qu'on a dit ça, il faut être aussi extrêmement lucide sur le fait que l'Union européenne est une démocratie inachevée. C'est une démocratie qui n'est pas encore complète, mais qui est en construction. Et il faut être fier d'avoir réussi à bâtir cet objet. Il faut être très déterminé à continuer à le faire évoluer. Est-ce que vous vous félicitez de l'élection à la tête du Parlement européen, dont vous parlez à l'instant, de David Sassoli? C'est un Italien social-démocrate, c'est-à-dire que c'est un peu un pied de nez qu'on fait aux amis de Salvini. Oui, mais non, je ne m'en félicite pas et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans cette affaire, vous avez suivi... Alors, il faut prendre une minute pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent comment ça se passe. Je commençais à dire que l'Union européenne est une démocratie inachevée. Pourquoi? Dans une démocratie parlementaire normale, vous avez un Parlement et un exécutif, le gouvernement, responsable devant ce Parlement. À l'Union européenne, c'est différent. Il y a un troisième acteur qui intervient qui s'appelle le Conseil. Le Conseil sont les chefs d'État et de gouvernement européens. Et là, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que ce Conseil, c'est-à-dire que les chefs de gouvernement et d'État européens ont, d'une certaine façon, dans une sorte de Yalta, imposé ce qu'on appelle les top jobs en anglais, c'est-à-dire les postes les plus importants, que sont président de la Commission, président du Parlement, président de la BCE, chargé des affaires étrangères de l'Europe, et les vice-présidents de la Commission. Et dans ce package, il y avait donc M. Sassoli qui est désormais président de l'Assemblée. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que, quelque part, on a retiré une part de sa souveraineté à l'Assemblée européenne. Nous sommes pourtant, nous, les députés européens, les seuls à avoir une légitimité directe des citoyennes et des citoyens européens pour nous occuper de l'Europe. Les chefs d'État, ils n'ont pas été élus pour s'occuper de l'Europe, ils ont été élus pour s'occuper de leur pays. Ce n'est pas une nouveauté, David Corman, c'est le fonctionnement des institutions européennes. Je sais bien que ce n'est pas une nouveauté. Vous parlez justement de ce casting de la semaine qui a beaucoup fait parler des femmes. Prennent des postes très importants à la tête de l'Europe. C'est une première, en tout cas, dans ces proportions-là. Vous vous en félicitez de l'arrivée des femmes? Oui, bien sûr, il faut le faire, mais c'est très important, il faut se féliciter. En revanche, la féminisation de postes politiques importants, ça a une charge évidemment symbolique évidente, mais ce n'est pas que du symbole. C'est aussi de nous projeter dans notre imaginaire au fait que des femmes accèdent à des responsabilités majeures. Après, l'arrivée de Christine Lagarde, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je vais vous en dire un mot, j'allais y venir. C'est que ça n'empêche pas ensuite de regarder le contenu politique. Moi, je n'ai pas un souvenir ébahi du parcours de Mme Lagarde quand elle était ministre de M. Sarkozy, notamment quand elle avait convenu de cet accord avec Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Je n'ai pas non plus une admiration sans fin sur ce qu'est le FMI et l'institution du FMI, qui est quand même un grand donneur d'ordre en matière d'austérité partout sur la planète. Donc, vous êtes en train de dire que vous auriez eu d'autres femmes à proposer pour ce poste-là? Sans aucun doute, sans aucun doute. Alors, vous vous opposez à la ratification du CETA, qui est l'accord de libre-échange avec le Canada. Pourquoi? Alors que c'est des débouchés pour nos entreprises, c'est de l'excédent commercial. Si, les chiffres présentés cette semaine, c'était ça. Pourquoi vous y opposez? Il sera ratifié dans 10 jours au Parlement français. Alors d'abord, on va voir s'il sera ratifié au Parlement français. Le président de la République semble le vouloir, mais il y a un certain nombre de parlementaires, y compris d'ailleurs de la majorité, qui expriment un certain nombre de doutes sur ces accords dits de libre-échange. Pourquoi je dis des accords dits de libre-échange? C'est qu'en fait, il n'y a que de libre que de mots, le mot dans cette affaire. Il faut comprendre que, notamment le CETA, c'est un accord où, là, pour le coup, on abandonne notre souveraineté démocratique à des intérêts qui sont des intérêts privés.
C'est l'histoire des tribunaux d'arbitrage, je crois qu'on appelle ça comme ça, où quand une multinationale se considère lésée par rapport à son accès possible dans le marché européen, elle pourra demander un arbitrage qui se fera en dehors de toute règle de droit de l'Europe et de notre pays. Il y a déjà eu des précédents, d'ailleurs, dans d'autres parties du monde, où des pays ont été lourdement condamnés au profit de ces multinationales. Par ailleurs, la logique du libre-échange tel que nous le connaissons aujourd'hui est complètement contradictoire avec l'enjeu de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Le libre-échange dont on parle, le type d'excédent commercial que vous évoquez, ça a un prix extrêmement élevé pour la nature et alors sur les l'environnement. frontières, vous êtes contre aussi l'accord avec le Mercosur. On est dans une économie ouverte. On est dans une économie ouverte, mais qui doit prendre en compte des enjeux fondamentaux qui sont les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Il faut comprendre aujourd'hui que la manière dont on a conçu l'économie mondiale, il y a deux inconnus dans la façon dont c'est conçu, c'est justement la protection des droits sociaux et la protection des droits environnementaux. Moi, je souhaite que nous remettions l'économie à l'endroit. Remettre l'économie à l'endroit, c'est la mettre au service de l'intérêt humain et du bien commun. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous ces traités de libre-échange, c'est abandonner une part de notre souveraineté, abandonner une partie de nos services publics, abandonner la protection de l'environnement et la protection sociale au profit de quelques-uns. Je ne crois pas que ce soit la direction dans laquelle il faut que nous allions, y compris pour avoir une économie qui ne soit pas punitive. David Cormand, l'association L214 alerte pour cet été sur les affaires d'abandon d'animaux. 60 000 vont être abandonnés par les Français au bord des routes. On est les champions du monde des abandons d'animaux. Je voudrais, vous, qui avez été leader du mouvement écologiste longtemps, que vous nous expliquiez pourquoi les Français se comportent de la sorte. Mais vous savez, on est dans une société de consommation où, aujourd'hui, y compris dans le rapport au vivant, on considère qu'on peut prendre et jeter. Et là, ça pose une question sur ce qu'est notre relation à l'humanisme et à l'empathie. Et je crois que là, il y a un problème vraiment d'éducation et de responsabilisation de chacune et chacun. Eh bien, écoutez, parce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée. Ils trouvent que c'est une bonne idée à Noël d'acheter un animal pour faire plaisir à leurs enfants. Et quand ils mesurent les contraintes, et parce que c'est aussi des contraintes que cela représente, ils les abandonnent. C'est pour ça que je vous parle de ce rapport à la société de consommation. Et je crois qu'il faut avoir conscience que quand on a affaire à quelque chose de vivant, à des animaux, eh bien, ce ne sont pas des biens de consommation. Ce sont des êtres sensibles. Et donc, quand on prend la responsabilité de vouloir avoir chez soi un animal de compagnie, il faut le considérer comme un... peut-être sur ces questions. Oui, mais il y a des pistes d'ailleurs de réflexion à ce sujet pour faire passer une sorte de permis pour pouvoir avoir chez soi un animal de compagnie. Ça ne serait pas d'ailleurs scandaleux, avoir éventuellement un accompagnement. Vous avez vu aussi, je crois que c'est en Corse, où une personne a laissé son chiot dans la voiture alors qu'il faisait ses courses et a retrouvé évidemment le chiot asphyxié mort. Donc oui, ça ne s'improvise pas de s'occuper d'un être vivant. Et donc là, il faut prendre ces sujets-là au sérieux. C'est vrai pour les animaux de compagnie, c'est vrai aussi pour notre relation à l'alimentation, où on considère que ce que nous mangeons, y compris quand c'est d'origine animale, ce sont des choses. Ce ne sont pas des choses, ce sont des êtres sensibles. Merci beaucoup David Cormand, député européen, nouveau député européen, Europe Écologie Les Verts, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ce matin, ce vendredi. Merci Fabrice Vesseredon, merci Marcel Ovesfred. Donc passe au débrief de l'actualité dans un instant. À bientôt. David Cormand quitte ce plateau, nous sommes en direct et font leurs entrées deux éditorialistes, chroniqueurs qui étaient là dans cette première partie d'émission. Bonjour messieurs. Alors c'est Luc Laventure d'Outre-mer 360. Rebonjour. Une télévision et un site internet consacré aux Outre-mer. Ils sont 13 les Outre-mer. Et Romain Gaspard de la Gazette des Communes. Messieurs, on démarre avec ce bac. Alors, je vais m'adresser à celui qui a dû le passer il y a moins longtemps que nous, Gaspard. Vous avez entendu David Cormand, donc, qui quitte Europe Écologie Les Verts, enfin sa direction, pour devenir député européen. Lui, il est plutôt du côté des correcteurs ce matin. Mais il n'en reste pas moins que 30 000 copies, c'est à peu près les chiffres qu'on a, que le ministère de l'Éducation donnait hier soir, n'ont pas été remis. Donc, même pour ceux qui attendent ça, qui, comme vous, avaient passé leur bac il y a quelques mois,
C'est compliqué parce qu'il y a la frustration de ne pas avoir de résultats et en même temps la solution qui a été trouvée c'est d'utiliser le contrôle continu, peut-être de devoir passer le rattrapage tout en ayant finalement en fait des notes suffisantes après correction pour ne pas avoir à le passer et l'avoir directement. Donc ça a l'air d'être un entre-deux assez bancal, mais est-ce qu'il y avait une autre solution? C'est compliqué. Et puis ça aurait été un échec pour le ministre de l'Éducation de pas du tout, d'avoir des candidats sans note, sans aucune note. Les hommes politiques qui se disent proches des correcteurs ce matin, c'était le cas de David Corman sur ce plateau, vous l'avez vu tout à l'heure, ils vont avoir des problèmes avec l'électorat qui va avoir 18 ans et qui va voter là, parce que vous avez fait des efforts toute l'année, vous avez passé votre bac et vous attendez les résultats, vous les avez pas. Il y a une vraie injustice aussi quand même. Il y a une vraie injustice et puis en plus la réforme sur laquelle s'oppose une partie des professeurs, c'est pour les générations futures et pas les candidats qui le passent là. Donc eux, presque j'ai envie de dire, ça les regarde pas. Et donc ne pas avoir ces notes pour une réforme qui va impacter les suivants, c'est très frustrant. Et donc là, c'est un entre-deux qui est plutôt à l'avantage des candidats parce qu'ils vont avoir la meilleure note entre le contrôle continu et la note de l'épreuve. Donc au final, c'est quand même plutôt positif. Est-ce qu'ils auront un vrai bac? Luc Laventure. Ça veut dire aussi que c'est une brèche dans l'institution. C'est une brèche dans l'institution. Personne n'en parle, mais à un moment donné, si on a recours effectivement au carnet de notes, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut vraiment... c'est-à-dire une évaluation qui a été faite sur l'année, sur l'ensemble de l'année scolaire. Voilà. Donc, et je pense que le ministre a ouvert une brèche. Personne n'en parle, mais je pense que cette brèche peut s'élargir. En Outre-mer, là, vous êtes un spécialiste. Alors, en Outre-mer, il faut savoir qu'effectivement, les résultats sont déjà tombés, puisqu'à la Réunion, j'allais vous dire, donc... 2 heures de plus, on a déjà des résultats sur la Il y a eu des mouvements de ce type ou pas? Très peu. Très peu. Pourquoi? Vous l'expliquez pourquoi? Très peu, parce que nous sommes à l'image du national, effectivement. Le nombre de professeurs qui retiennent les copies s'approche effectivement du pourcentage qu'il y a dans l'Hexagone. Messieurs, je voudrais vous poser des questions sur ce nouvel eurodéputé qu'on a reçu ce matin, David Corman. Il ne se sent pas un destin de star? Qu'il dit comme Yannick Jadot lui-même s'en est senti un. Est-ce que, au fond, c'est une approche nouvelle, de la part d'une génération nouvelle, qui regarde la politique un peu autrement? Est-ce que David Corman, il n'est pas classé dans ces types-là de leaders politiques aujourd'hui? Alors moi qui suis le vieux, le sage, le doyen, je ne crois pas du tout à cela. On arrive en disant non, je ne suis pas une star, et la personne qui dit je ne suis pas une star, je n'ai jamais cru à ce type d'affirmation. Premier élément. Vous dites c'est comme pour les présentateurs télé, quoi. Mais c'est comme les présentateurs télé, mais non, mais j'arrive par la petite porte, allez, je vais faire juste une petite présentation, comme Romain par exemple, qui se sent déjà une âme de vedette, et qui est déjà une vedette. Je te dis ça pour te taquiner, confraternellement. Il faut se méfier des confrères. Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Seigneur. Beau marché. Absolument. Ceci étant posé, je pense que c'est dans la culture, effectivement, des écologistes. Personnellement, je m'étais interrogé sur la stratégie en disant pourquoi ne pas s'associer avec d'autres personnes? Pourquoi ne pas s'associer avec un PS, par exemple, qui est en train de se reconstruire? Et finalement, leur ligne de conduite a été payante, même si, effectivement, sur l'ensemble de la classe politique, personne n'y a cru au départ. Et ils reviennent à quelque chose que Lalonde avait toujours dit. Brice Lalonde, tout à fait. Restez sur votre ligne, ni droite, ni gauche. Écartez-vous des extrêmes. Restez dans le milieu, restez dans la troisième voie. Brice Lalonde, fondateur des Amis de la Terre. Et qui est maintenant ancien ministre de l'écologie, un des premiers d'ailleurs. Absolument. Bien, alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours-là, d'un David Corman, par exemple, qui est donc été leader d'Europe Écologie Les Verts, qui devient eurodéputé, qui vous avez vu là, presque l'émotion qu'il a eue à expliquer qu'il participait à un parlement unique au monde. Au fond, des gens très différents s'étaient retrouvés sur une idée de démocratie en décidant d'abandonner. Certains pays ont abandonné leurs prérogatives, tous les pays d'ailleurs qui ont adhéré à l'Union européenne, pour avancer ensemble. Belle idée.
Oui, et puis il y a une vraie culture à Europe Écologie Les Verts européenne. Il y a peu de partis qui misent autant sur l'Europe et qui sont prêts à abandonner des mandats nationaux, souvent en plus avec plus de visibilité, médiatiquement par exemple, et puis dans leur politique, pour aller au Parlement européen. Donc c'est assez classique et il s'inscrit dans cette lignée-là de la création d'Europe Écologie Les Verts en 2012. Luc Laventure, le rapport à l'animal, aux animaux, est-il le même dans les Outre-mer qu'en métropole? Je fais allusion à ça parce que vous le savez, 60 000 animaux de compagnie, les chiens en majorité, vont être abandonnés par les Français sur les routes cet été, par des familles qui les ont acquises. Et c'est un véritable problème. On est les champions du monde de l'abandon des animaux de compagnie. Est-ce que le rapport à l'animal est différent dans les Outre-mer qu'en métropole? On sait qui? On sait l'Hexagone. Je crois que le rapport à l'animal a toujours été quelque chose de différent outre-mer. Le rapport à l'animal rentre dans notre cosmogonie. Quand on va c'est-à-dire quand on va quand on va en Polynésie, le rapport aux animaux de la mer que l'on pêche, il y a une espèce de respect mutuel. Ça fait partie du panthéon. Les animaux font partie du panthéon des Polynésiens. De la vie. De la vie. Donc, on respecte l'animal. Ça fait partie de nous. Il n'y a pas des animaux qui sont plus ou moins classés dans l'échelle de absolument. l'affectivité qu'on peut avoir pour eux. L'animal, non seulement fait partie de nous, mais peut être un dieu. Et quand on va, par exemple, dans la cosmogonie indienne aussi, l'animal fait partie de la cosmogonie. Donc, on a un rapport aux animaux qui n'a rien à voir aux animaux dans l'Hexagone. Pourquoi les Français se comportent de la sorte? Ah, ça, compliqué de le savoir, mais je sais pas, il y a un attachement particulier aux animaux et en même temps, les vacances, c'est presque, ouais, je dirais, ça devient presque rituel où chaque année, il y a autant d'abandons et puis la SPA qui est débordée et c'est compliqué pour eux de gérer tous ces abandons. Qui écoutent cette émission entendront vos messages, messieurs, et ce que vous avez dit sur le merveilleux rapport à l'animal qu'ont les Polynésiens, par exemple, Luc Laventure. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci Romain Gaspard. Merci. On va regarder, messieurs, ensemble, le Zap Matin, c'est-à-dire un résumé de ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, mais également les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. À tout de suite. Réunis en assemblée générale, ces enseignants protestent contre la réforme du lycée, celle du baccalauréat, et contre un ministre qui, selon eux, fait la sourde oreille. Et certains qui menacent de ne pas statuer dans les jurys? Dans ces cas-là, on remplace les jurys, ne vous inquiétez pas. Une toute petite minorité, ne lui accordez pas trop d'importance. Des procédures disciplinaires doivent être engagées contre des professeurs qui, en réalité, ont manqué à leur devoir le plus élémentaire. On n'a pas le droit, en France, de bloquer les épreuves du baccalauréat. Je respecte le droit de grève, j'ai aucun sujet là-dessus. Mais la grève, on peut la faire au mois de mars. Oui. À un moment donné, ils n'ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel. Et donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse avancer. Donc demain, il y aura les résultats du baccalauréat. La très grande majorité des élèves auront des notes définitives. C'est donc ça qui est le point important. Et lorsqu'il y a des notes provisoires, vous le savez, la note définitive sera donnée au début de semaine prochaine, en prenant en compte, le jury souverain pourra le faire, la note la plus favorable des deux pour que personne ne soit lésé. C'est son rôle et c'est notre rôle d'apporter la sérénité. Et c'est à nous aussi d'être sereins parce qu'on est les garants du bon fonctionnement de l'éducation nationale et du baccalauréat en particulier en ce qui concerne cette situation. Donc c'est important d'être serein et de tout faire pour que tout le monde puisse être serein. On n'a jamais délivré le baccalauréat comme cela. Il n'a aucun sens, il n'a aucune valeur. Et ce qu'il vient de faire est un coup de force, mais inédit dans toute l'histoire de l'éducation nationale. Donc nous, on est fiers de notre métier, mais ce ministre doit démissionner. Je pense que de la part de ces personnes, c'est une perte complète du sens du service public. Et c'est assez grave de leur part. Je pense que l'immense majorité de la population française se rend compte de cela. Et que, évidemment, c'est triste. Est-ce qu'il faut les radier, comme le propose Jean-Christophe Lagarde, de l'UDI, qui est pourtant un modéré? Il faut en tout cas les sanctionner. Les radier, ce serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il ne faut pas que ce genre de méthode devienne régulière. C'est en soi. Ils sont sanctionnés, parce qu'il y a une retenue sur le salaire de 15 jours. Vous n'êtes pas obligés, vous, les médias, de jouer le rôle de chambre d'écho de petites minorités qui essayent d'imposer leur loi à tous. Vous n'êtes pas obligés de faire comme si on était dans du 50-50.
On n'est pas dans du 50-50. 700 sur 175 000. Il y a aujourd'hui des gens qui retiennent les copies, et puis il y a des gens beaucoup plus nombreux qui soutiennent la revendication et qui ne comprennent pas cette réforme qui a été passée à la hache. Bien évidemment, ça fait plaisir à personne d'utiliser des modes d'action comme celui-ci. Mais quelle est aujourd'hui l'autre solution pour se faire entendre face à un ministre qui joue au bulldozer et qui décide de passer en force ? Voilà, début de la troisième partie de notre édition ce matin. Dans un instant, c'est Territoire Sénat qui débarque et